Anthony Fouchard, vous êtes un proche de la famille Petronin. Ces images, ce sont les vôtres. Pouvez nous raconter un petit peu les coulisses de cette journée? Elle avait l'air en forme, Sophie Petronin, aujourd'hui. Extrêmement en forme, effectivement, mais dès hier soir, lorsqu'elle est descendue de l'avion qui l'a amenée sur le tarmac de Bamako, debout, sur ses deux jambes, elle est descendue toute seule avec son petit sac à main accroché à elle, et personne ne s'attendait à ça. Toutes les vidéos de revendications diffusées par les ravisseurs la montraient extrêmement affaiblie, alitée, et même les informations dont on disposait de la part des otages précédemment libérés, notamment la Canadienne Edith Blais, libérée en début d'année, allaient dans le même sens, d'une personne très très faible, et puis ce qu'on a vu hier contredit ces informations. Elle se porte bien. Elle a par contre réalisé aujourd'hui, après toute cette séquence à Villacoublay, un check-up complet à l'hôpital qui a pris plus de 2 heures. Donc on aura, j'imagine, les résultats dans les jours à venir, mais voilà, un bilan médical complet. C'est le président d'ailleurs qui a insisté, qui lui a dit « Madame Petronin, s'il vous plaît, allez-y ». Et elle lui a répondu « Pour que vous me fichiez la paix, j'y vais ». Quelles étaient ces conditions de captivité? Elle vous en a parlé un petit peu ou pas? Oui, elle se décrit comme ayant été très choyée par ses ravisseurs. Voilà, donc le terme est sûrement mal employé pour une situation comme celle-ci. Mais par rapport aux conditions des autres otages, elle était privilégiée. Voilà, ce sont ses mots. Elle avait un lit, elle avait des soins médicaux. Le gouvernement français a d'ailleurs acheminé de l'argent pour que les ravisseurs puissent acheter des médicaments à plusieurs reprises. Ça avait été évoqué et puis confirmé ces dernières semaines, cette médiation française, ce canal de communication qui existait. Et surtout, elle mangeait bien, mieux que les autres. Encore une fois, elle nous décrivait des fruits, du sirop à l'eau, des boîtes de thon. Voilà, donc elle gardait un sourire assez décontenançant, si je puis dire. On va regarder une image à présent qui nous a tous marqués, une image très émouvante. Les retrouvailles entre Sophie Petronin et son fils Sébastien. Ce fils qui a tant fait durant toutes ces années pour tenter d'obtenir sa libération. C'était ce jeudi soir à l'aéroport de Bamako, au Mali. Regardez et écoutez. Maman! Maman! Anthony Fouchard, quel a été le rôle de son fils Sébastien dans sa libération? Est-ce qu'il a eu un rôle? Il a eu un rôle prépondérant, peut-être pas dans le dénouement, mais en tout cas, ces 4 dernières années, il a poussé tout le monde dans ses retranchements, que ce soit le gouvernement français, le gouvernement malien ou tous les autres intermédiaires qu'il a pu rencontrer, les filières de négociations qu'il a essayé de monter. Il est allé partout. Au Sahel, au Mali, en Mauritanie, au Niger. Il a rencontré notamment le médiateur principal dans cette négociation qui a finalement abouti, le député de l'Assemblée nationale, originaire de la région de Kidal, qui a réussi à faire libérer Sophie Petronin, Soumaïla Cissé, mais également deux otages italiens. Donc il l'avait rencontré à plusieurs reprises. Il avait pu faire passer des messages à sa mère grâce à cet intermédiaire. Donc c'est dire à quel point il a réussi à identifier les personnes clés tout au long de ces 4 dernières années, souvent avec le soutien de l'État français, des fois absolument sans leur aval et sans leur soutien, des relations très ambiguës qu'il a perpétuellement maintenues. Nicolas Normand, vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali. Comment on gère justement ce genre de négociation de libération d'otages? Alors, ce n'est pas l'ambassadeur qui gère ça, ce sont les services de la DGSE, les services spécialisés de l'État qui gèrent ces questions extrêmement délicates en lien avec les autorités maliennes et leurs services de sécurité également. Alors, c'est la joie de retrouver cette Française en parfaite santé, semble-t-il, joie pour sa famille, joie pour tous les Français, mais c'était aussi une personne qui vivait, lorsqu'elle a été prise en otage en 2016, en fin 2016, dans une zone extrêmement dangereuse, qui était déjà une zone où elle n'aurait pas dû se trouver, où l'ambassade de France, justement, avait pour mission de dire aux Français de ne pas se trouver, de ne pas se trouver à Gao. Cette dame avait été déjà l'objet d'une tentative d'enlèvement en 2012. Elle est malgré tout restée sur place, à Gao. Elle se pensait protégée par sa popularité, mais pour les djihadistes, au contraire, une blanche populaire, c'est au contraire une cible, et une étrangère est une cible parce que, justement, on espère obtenir en échange une rançon et des libérations de prisonniers. Quand elle dit qu'elle veut retourner au Mali, ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète parce qu'il n'est pas question... C'est généreux de sa part, c'est une humanitaire, elle aide les enfants. Donc, mais on ne peut pas penser qu'à son projet, il faut penser aux risques pour elle-même et pour la collectivité française et pour les Maliens. Parce que si elle est échangée contre des libérations et contre des rançons, ça crée d'autres problèmes. Et donc, il ne faut évidemment pas qu'elle revienne à Gao sans protection, etc. Il faut qu'elle soit raisonnable, voilà, c'est sûr.
Boubacar Salif Traoré, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est risqué pour elle de retourner là-bas et elle n'aurait pas dû se trouver dans cette région à cette époque. Oui, absolument. C'est l'analyse d'un homme qui a servi au haut niveau. Mais il y a aussi l'aspect sentimental. Il faut rappeler que Sophie Petronin était présente au Mali depuis plus de 25 ans, qu'elle a noué des relations très profondes avec la population. Donc, elle parle justement de ce point de vue-là. Elle a d'ailleurs remercié son assistant qui a continué le travail derrière elle, qui consiste à apporter un soutien aux enfants démunis. Donc, c'est quelque part l'aspect sentimental qui remporte sur la logique de prise de risque ou autre. Et effectivement, moi, je pense qu'en disant qu'elle a envie de retourner au Mali, elle le dit sincèrement. Et malheureusement, effectivement, elle n'a pas tenu compte des risques. Est-ce qu'on connaît l'identité de ces ravisseurs? Bon, ça a été compliqué parce que dans cette zone-là, il y a plusieurs groupes qui opèrent. Et au début, il y a des problèmes justement pour identifier exactement quel groupe a pu enlever telle ou telle personne. C'est vers la fin qu'on finit par connaître. Et effectivement, il s'agit de groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, conduits par Yad Agali, qui étaient justement ces ravisseurs. Anthony, vous voulez rajouter Oui, situation d'autant plus compliquée qu'au moment où elle est capturée, il y a cette myriade de groupes terroristes qui sont actifs dans la région. Et par contre, lorsqu'ils officialisent le fait de détenir 5 otages occidentaux, il y a cette coalition qui a vu le jour en mars 2017, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui unifie toute cette alliance de groupes terroristes qui œuvraient au Sahel. Donc on a là une appellation beaucoup plus claire maintenant, qui est le GSIM, donc groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je vous propose de regarder à présent ce sujet qui revient justement sur ces 4 années de captivité et sur l'histoire de l'humanitaire franco-suisse qui a donc été enlevé au Mali en 2016. C'est un sujet de Sophie Roussy. Sophie Petronin avait élu domicile à Gao en 2001, cette cité du Nord Mali où à l'époque l'ancienne laborantine travaillait dans une association œuvrant auprès des enfants malnutris. Sur place, elle était connue sous le nom de Maman Sophie, bien intégrée dans la communauté, selon sa famille. Ils ont dû se battre pour survivre. Ça développe les sens, ça les aide aussi. Mais à la veille de Noël 2016, Sophie Petronin est enlevée. Une prise d'otage revendiquée. Elle porte la signature du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda. Des vidéos preuves de sa captivité sont diffusées en 2017 puis 2018. Mais la montre tourne, sa santé se dégrade. Son fils, lui, n'a de cesse de mobiliser, d'alerter sur le sort de sa mère. Sébastien Chadeau Petronin se rend même au Mali, en Mauritanie. Elle doit sortir de là. Cette histoire doit se finir par la liberté. En mai 2019, le président français Emmanuel Macron assurait que la France n'oubliait pas Sophie Petronin, car la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants. Le 8 octobre 2020, Sophie Petronin a été libérée. Elle était la dernière otage française au Sahel. Oui, c'est un roc. Mon mère, c'est un roc. Alors, les détails de cette libération n'ont pas été communiqués, mais plus de 200 prisonniers djihadistes avaient été relâchés le week-end dernier sur le territoire malien. On peut dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cette libération. Nicolas Normand. Oui, alors cette libération, elle fait des heureux, évidemment les Français, les autorités françaises, les autorités maliennes, la famille de Sophie, la famille de Soumaïla Cissé, mais elle fait aussi des mécontents et elle crée des problèmes. Les mécontents, ce sont tous ceux qui sont frustrés par leur travail militaire, les policiers et les juges qui ont arrêté ces djihadistes, 206 semble-t-il, qui sont des criminels, pas tous, il y a des petits poissons, mais il y a parmi eux un certain nombre de gens qui sont impliqués dans des attentats qui ont tué des dizaines de personnes. Donc les familles de ces morts tués par ces attentats sont, elles, en colère contre cette libération des otages. Donc, et les militaires et les policiers sont frustrés. Et d'autre part, ces djihadistes, ils vont rejoindre les adversaires des Maliens, de l'armée malienne, des civils maliens, des soldats français qui sont tués, et ils vont... voilà. Et alors,
qui est content dans cette affaire, c'est les djihadistes aussi. Iyad Ghali, c'est un cadeau formidable qui lui est fait, parce que dans toute la région du Nord, dans la région du Centre, là où sont ses disciples, il est fêté comme un héros, celui qui a réussi son coup. Il a fait des enlèvements et il a obtenu en échange la libération de tous les prisonniers et probablement des rançons très importantes aussi. Mais si je comprends bien, les négociations, elles ont complètement échappé à la France dans ce dossier ? Écoutez, personne ne sait exactement le détail des négociations et aussi le montant d'une éventuelle rançon. Ça, c'est clair. Les services secrets le savent et c'est pas eux qui vont le dire. Maintenant, on sait par toutes sortes de fuites qu'il y a eu des rançons versées, différents montants circulent. Il s'agit de sommes importantes qui vont servir à acheter des armes et à recruter de nouveaux terroristes. Et on sait de façon plus certaine que des djihadistes dangereux sont de nouveau, non pas dans la nature, mais ont rejoint leur organisation. Et on sait que Iyad Ghali a renforcé son aura, sa popularité, son influence par cette action. Dans la région. On va reparler de tout ça dans la deuxième partie du 64 minutes et des conséquences également sur la politique au Mali. Anthony Fouchard, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Non, un bondé dans le sens de monsieur, c'est-à-dire que ça crée un précédent et une situation inédite. L'État malien a toujours été coutumier du fait d'échanger des prisonniers contre d'autres personnes. Ils l'ont fait déjà à plusieurs reprises. Parfois même, ils libèrent ces prisonniers sous d'autres noms pour que cela passe inaperçu. Donc ce n'est pas une première, c'est l'ampleur là qui pose problème. Entre 180 à 206 prisonniers, on ne connaîtra peut-être jamais le chiffre, ni de la rançon, ni de la libération. C'est des zones d'ombre qu'il reste à éclaircir. Bon, moi, juste pour ajouter... Boubacar Salif Traoré. Oui, c'est-à-dire il faut aussi tenir compte des personnes qui étaient entre les mains des ravisseurs. Soumaïla Cissé, c'est une personnalité de dimension nationale et même internationale. Donc, ça aussi, ça a beaucoup joué. Vous pensez que la Française, elle a bénéficié des négociations autour de la libération de Soumaïla Cissé, justement ? Ça a pu accélérer les choses. On peut dire que la négociation avait été entamée concernant Sophie Petronin, mais concrètement, la situation de Soumaïla Cissé a apporté un coup d'accélérateur à la situation. Oui. Nicolas Normand. Je pense que le moteur, ça a été la libération de Soumaïla Cissé. C'est un chef d'État potentiel. Bien sûr. Voilà, donc les Maliens se sont mobilisés très fortement là-dessus et la France s'est accrochée à cette affaire et en a profité, et c'est une bonne chose, de faire libérer Sophie Petronin. Et le médiateur principal a d'ailleurs passé plus de 3 mois dans cette zone entre Kidal, Abeille Bara et Tessalit parce que l'objectif principal, c'était bien Soumaïla Cissé. C'était l'objectif initial engagé par le gouvernement Ibeka et puis l'objectif poursuivi par la junte qui a pris le pouvoir. Et lorsque d'ailleurs ils ont renversé le gouvernement d'Ibeka, ils ont laissé ce médiateur en place. Ils lui ont dit tu continues la même action et on est passé très proche d'une libération déjà en juillet, tout début juillet. C'était le même principe, échange de prisonniers contre Soumaïla Cissé. Et à l'époque, on veut rajouter Sophie Petronin. Ça n'a pas marché ? Parce que, alors, les sources qui reviennent sur ce dossier-là disent qu'au dernier moment, on entend que cette libération pourrait intervenir. On demande à rajouter Sophie Petronin. Donc derrière le on, vous pouvez mettre les Maliens, les Français ou un autre gouvernement. C'est encore difficile à dire. Et là, évidemment, les enchères montent et on voit comment d'une vingtaine de prisonniers en juillet, on passe à 200 à plus de 200 maintenant. Il y a eu 2 Italiens aussi, n'oublions pas. Et bien justement, 2 Italiens et le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé qui avait été enlevé en mars dernier en pleine campagne électorale. On voit cela avec Laure de Matos et Kaoru Magassa. Plus de 6 mois loin de chez lui, plus de 6 mois privé de liberté. À la descente de l'avion qui l'a ramené à Bamako, Soumaïla Cissé tombe dans les bras de sa femme et de nombre de ses proches. Ce sont leurs mots, des mots qui lui sont parvenus pendant sa captivité, qui lui ont permis de tenir. Et mes enfants m'ont écrit quelque chose qui m'a touché, qui m'a aidé. Ils m'ont dit, nous sommes forts et nous resterons forts pour toi. Sois fort et reste fort pour nous. Vous savez, c'est quelque chose qui stimule. Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars dernier, alors qu'il battait campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou, près de Niafounké, son fief. Selon son parti, l'URD, les négociations pour sa libération ont été lancées sous l'ancien régime, celui de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Même si c'est bien aujourd'hui, 2 mois seulement après le putsch du CNSP, que le chef de file de l'opposition malienne retrouve la liberté. Un gain politique pour le nouveau pouvoir malien que Soumaïla Cissé tient à saluer. Aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier. Remercier les nouvelles autorités maliennes. Elles ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été
faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace. Une preuve de vie qui est restée apparemment dans les mains du nouveau gouvernement malien. Les partisans de Soumaïla Cissé l'accompagnent de l'aéroport jusqu'à la maison familiale dans le quartier de Badala Bougou à Bamako. La fête durera une bonne partie de la soirée. Soumaïla Cissé, 70 ans, a été élu député en mars dernier pendant sa captivité. Il peut désormais reprendre sa place dans la sphère politique malienne en vue des élections prévues d'ici 18 mois.